Bonjour à tous, donc avec l'année 91 à la WCW, mais avant de véritablement parler de ça, l'année 91 à la WCW, je vais revenir sur les questions et réactions que j'ai eues sur la vidéo précédente que j'ai publiée sur cette chaîne, à savoir l'année 91 à la WWF. Donc j'ai eu pas mal de réactions, mine de rien, par rapport à l'habitude, c'est plutôt cool. Donc je vais pas reprendre tout ce qui a été dit, parce que ce serait trop long. Je vais commencer, j'ai eu plusieurs réactions sur ce que j'ai raconté sur la frustration des fans et le fait que le produit de l'époque était organisé complètement différemment par rapport à aujourd'hui à ce niveau-là. Alors j'ai eu une réaction de Stury, alias Salcatch. Je le connais pas personnellement, mais je sais que son surnom c'est Stury, en ayant vu ses vidéos et aussi celles d'autres personnes. Alors il me dit, donc je n'ai vu que les 3 par minute, et déjà j'approuve sur la frustration. J'espère qu'il a regardé le reste de la vidéo aussi. Maintenant, je pense que lui, comme moi, comme aussi Norbert Feuillant et Rabbi Mentor de la fabuleuse histoire du catch américain, que je ne connais pas personnellement mais que j'aime beaucoup, je pense qu'on fait tous partie de la même génération. Je connais pas leur âge, encore une fois je les connais pas, mais je suis pas presque certain qu'on doit être plus ou moins au même âge, je sais pas exactement. Et je pense qu'on a connu ça, c'est-à-dire tout petit, on a connu cette frustration, on a vu que c'était plutôt cool, et après on a vu par l'Attitude Era, qui est quand même le contraire de la frustration, parce que l'Attitude Era, on a des matchs pour le titre de partout, à la fin de Raw, on a des changements de titre régulièrement, des turns, des cassages de table, et des coups de chaise, et de tout ce que vous voulez, des storylines folles, enfin bref, tellement souvent qu'à la fin, eh ben, on n'a plus du tout de frustration, et je sais pas pour eux, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup moins aimé l'Attitude Era que la période qui le précède, justement, avec cette frustration. Et puis après, avec le temps, justement, peut-être, on a compris tous que, bah, effectivement, il y avait un truc à voir avec ça. Voilà, donc, peut-être un truc générationnel, puisque, effectivement, j'ai eu un autre commentaire de Team VK Flynn, alors je ne le connais pas non plus personnellement, je ne sais pas quel âge il a, mais lui, pour le coup, j'ose croire qu'il n'a pas découvert le catch avant l'Attitude Era. J'attends sa réaction, je suis sûr qu'il m'en donnera une. Qui me dit, donc je vais parler à tout son poste, je comprends bien ce que tu expliques au niveau de la frustration, mais cela reste illogique pour moi, dans le sens où, selon moi, les fédérations devraient tout faire pour avoir autant de bons matchs que possible, quitte à pousser la barre de plus en plus haut, sinon on tire le produit vers le bas. Alors, je vais revenir très rapidement là-dessus. Parler du fait que ça tire le produit vers le bas ou vers le haut, en fait, ça revient à savoir si ce qu'on considère comme étant la qualité du produit, c'est la quantité de bons matchs, et donc plus il y en a, plus on tire le produit vers le haut, ou la qualité des meilleurs matchs. Et donc, quelque part, faire le maximum pour avoir ces meilleurs matchs le mieux possible. Et c'est là qu'en fait, l'idée de frustration rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que si on n'expose pas trop le spectateur avant à tout un tas de moves et de spots et de trucs incroyables, quand ils arrivent dans un match qui compte, ça a plus d'effet et le match fonctionne encore mieux auprès du public. Voilà. Le truc qui fait que, à mon avis, Team VK Flynn soit d'accord avec moi sans être d'accord avec moi, c'est ça. Voilà. Moi, je voulais juste revenir sur une petite chose, deux petites choses. C'est que la WWE, je pense, le fait quand même un petit peu aujourd'hui. Hein. La logique est que les grosses stipulations pour les matchs les garde pour les pay-per-view, Hell in a Cell, je sais pas quoi, Equity Match, machin, globalement. Et les changements de titre, les turns, voilà, c'est des trucs comme ça, ils se les gardent la majeure partie du temps, quand même aussi plutôt pour les pay-per-view. Donc il y a l'idée quand même qu'on en garde sous le pied lors des shows de dos pour en mettre lors des pay-per-view. Sauf que, là je parlerai de la qualité, il y a eu WrestleMania il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens n'ont pas trop aimé ou moyennement aimé WrestleMania pour une raison spécifique, il y a eu d'autres raisons, d'ailleurs j'aurais peut-être dû faire une vidéo sur WrestleMania. Dites-moi tiens si vous voulez que je fasse une vidéo sur WrestleMania, je verrai si je le fais. Bref. Mais oui, WrestleMania avait beaucoup de part-timers, Triple H, Brock Lesnar, Shane McMahon, Undertaker qui occupent pas mal le spotlight de ce WrestleMania et ça a déplu à pas mal de gens. Sauf que moi je pense que ça c'est la conséquence de ce que je raconte, c'est-à-dire qu'à un moment donné si en show hebdo tu balances des gros matchs et des gros matchs que ce soit l'affiche ou la manière dont ils se déroulent, après en pay-per-view c'est difficile de faire plus et quand tu as un pay-per-view qui est censé être un plus que pay-per-view, c'est-à-dire WrestleMania c'est censé être au-dessus de Payback ou je sais pas quoi, eh ben, qu'est-ce que tu peux faire pour faire du plus? Là, tu fais venir des part-timers, parce qu'au moins, tu as des affiches inédites, tu as quelque chose de particulier. Essayez de faire la carte de WrestleMania, avec les blessures de cette année, sans aller chercher les gars de NXT ou d'une autre fédération, et sans prendre les part-timers, c'est-à-dire en devant Triple H, Shane McMahon, Undertaker et Brock Lesnar. Essayez de faire une carte qui a de la gueule, vous allez voir, c'est dur. C'est dur parce qu'en show hebdo, on a déjà tout vu, quasiment. C'est ça qui c'est con. Et effectivement, après, foutre des part-timers, c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est pas ça qui va vraiment donner l'impression qu'il y a une plus-value sur ce pay-per-view. La plus-value, elle devrait être dans le produit fondamentalement. Et pour qu'on puisse l'avoir dans le produit fondamentalement, il faut en garder sous le pied le reste du temps. C'est mon opinion.
Voilà, je voulais juste le repréciser, et vous n'êtes pas obligé de partager mon opinion, vous êtes maintenant obligé de le comprendre, par contre. Voilà. Alors, j'ai encore une autre réaction sur ces histoires de frustration. Voilà, j'ai reçu un SMS, on s'en fout, j'ai regardé ce que c'est, en direct, attention. Hop là, eh bien, c'est une réduction soche, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, l'autre action de Radamel Falcao, faut-il frustrer les fans? C'est la point d'interrogation, et il dit, je te rejoins pour dire que oui, mais la réelle question serait, peut-on le faire? Et c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, il explique pour lui que, alors, le post est très long, il est excellent, hein, mais il est très long. Je ne vais pas le relire en entier, mais grosso modo, pour lui, il estime que le public est devenu très exigeant, limite chieur, je cite, et que ce public va critiquer de façon très véhémente et très dure le produit de la fédération dès lors qu'ils n'auront pas ces gros matchs. Et donc, est-ce qu'on peut leur proposer un truc frustrant, entre guillemets, à ces fans-là? Moi, je pense pas, effectivement, trop, parce que le problème du public, si je transcrit ce qu'il dit, c'est que le public est devenu un public de smart pour une grosse partie, et que moi je pense que ce serait une bonne chose parce que je suis plutôt marque dans l'esprit, c'est-à-dire que je regarde plutôt le catch au premier degré. Je dis plutôt parce que bon voilà, mais dans l'esprit je regarde du catch quand on regarde un film. Ça m'empêche pas après de faire des analyses, de comprendre pourquoi j'ai kiffé ou non, mais moi ce qui m'intéresse c'est davantage qu'est-ce qui se passe, que comment ça se passe, alors que je crois que le smart regarde pas au premier degré, donc lui il s'intéresse à à comment ça se passe, c'est-à-dire les moves. Voilà, la qualité technique, les séquences, la vitesse d'exécution, j'en sais rien, des trucs comme ça. C'est à partir de ça qu'il va prendre du plaisir le plus, principalement. Voilà. Donc ça vient de là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fous pas des gros matchs et que ces matchs-là n'essayent pas de faire des beaux spots et tout, c'est effectivement compliqué de faire plaisir à ces fans-là. Ceci dit, il pourrait très bien utiliser des matchs entre une star et un low carder, mais talentueux d'un point de vue in-ring, pour avoir un match spectaculaire, mais qui consomme pas les grosses affiches. Il y a peut-être un moyen d'y venir en y allant un petit peu, pas complètement, quoi. Voilà, donc peut-on le faire? C'est une grande question. Mais l'autre question qu'on peut poser, c'est la WWE doit-elle le faire? Je sais même pas, parce que je suis pas sûr d'être dans la majorité des fans, donc après tout, pour me faire plaisir à moi, il pourrait faire du mal à plein d'autres. Donc bon, entre guillemets, du mal. Hein. Voilà. Donc je continue sur son post qui est très intéressant. La demande est d'ailleurs de plus en plus importante de la part des fans. Le style de la WWE change au fil des années pour ressembler de plus en plus à de la lutte champagne. Donc voilà, une lutte qui plaît aux smart, du coup, plus que possible. On essaie de faire de plus en plus de gros moves, de gros spots, plutôt que de se concentrer sur des points plus abstraits comme le storytelling. Ah oui, c'est ça que je voulais, parce que j'ai surligné les parties des posts que je voulais commenter. C'est ça. Des points plus abstraits que le storytelling, je ne considère pas que le storytelling soit abstrait. C'est abstrait pour les smart. C'est qu'ils se disent, ouais, bon, les moves, c'est bien gentil, mais il faut quand même qu'il y ait une petite trame derrière. Mais en fait, ils s'en foutent, au fond. Faut le dire. Faut dire ce qu'il y a. Ils s'en foutent fondamentalement, quelque part. Sincèrement, je pense. Par contre, si vous êtes plus marque dans l'esprit, c'est-à-dire que vous regardez vraiment au premier degré, le storytelling, c'est pas abstrait, c'est qu'est-ce qui se passe, tout simplement. Un mec domine, et l'autre, il arrive à s'en sortir parce qu'il a réussi à faire ça à un tel moment, parce qu'il s'est passé ceci, et puis ceci entraîne cela. C'est ça le storytelling, tout simplement. Et c'est ce que je regarde en priorité. Après, voilà, le reste, c'est de l'exécution. Ça vient améliorer le truc. Voilà. Bref. Dernière chose, je finirai là-dessus, avant de commencer donc sur la WCW 91. Et parce que là, je suis pas d'accord avec lui. Donc, continue son poste. Je ne suis pas friand de ce changement, mais après tout, pourquoi pas, sauf que c'est là qu'on voit le problème. La moitié du roster est à l'infirmerie, ce n'est pas un hasard, nanana. Bon. Ah non, il y a une dernière question après. Mais juste là-dessus, moi je suis pas d'accord, je pense pas que le roster soit à l'infirmerie parce qu'ils essayent de faire des gros matchs en show hebdo. Parce que finalement, ils pourraient très bien ne pas faire des gros matchs en house shows, qui est quand même 90% de leur emploi du temps, et finalement ne pas se blesser ou s'économiser dans les house shows. Peut-être qu'ils y vont trop franco dans les house shows. Ça, j'en sais rien, j'ai jamais été voir un house show de la WWE, c'est trop cher. Voilà. Et puis bon, j'habitais pas à Paris pendant très longtemps, et maintenant j'habite plus proche de Paris pour y aller, mais bon, bref, voilà. Donc voilà, donc je sais pas, peut-être qu'ils vont trop fort dans la chose plus qu'autre chose, mais peut-être qu'aussi on a voulu absolument attribuer une bonne raison sur le fait qu'il y ait beaucoup de gens à l'infirmerie en ce moment. Et il y a 2 ans, il y avait un produit qui était relativement similaire, il n'y avait pas tant de monde que ça à l'infirmerie, donc bon, peut-être que c'est pas, voilà, c'est juste une mauvaise situation comme ça qui passe. Ah oui, donc la dernière question, est très pertinente d'ailleurs, et j'avoue que j'ai pas vraiment la réponse. Les backstage dans les années 90. Il y a eu un nombre incroyable de décès à cause de drogue, alcool ou je ne sais quelle autre connerie. Quand je vais sur Cage Match, très bon site de ressources, cagematch.net, un site allemand, je peux constater qu'un quart du roster ayant pris part à un show dans ces années-là est décédé. Qu'est-ce qui explique une si grande flexibilité des dirigeants sur un domaine aussi sensible? Eh ben,
c'est un mystère. Je crois que, franchement, un élément de réponse, c'est que c'est un peu comme dans la musique. Vous savez, on sait bien que les groupes, artistes et compagnie, ils se droguent en backstage, c'est un peu la fête et tout ça, parce qu'ils sont en tournée, et que c'est une vie un peu particulière, ils sont avec leurs potes, avec leurs collègues de groupe, tout le temps et tout, c'est une vie particulière, donc on tombe facilement là-dedans. Et le gars, c'était un peu pareil, en fait. C'était un domaine, voilà, un métier, si vous voulez, où, voilà, il y avait ça dans le métier. C'est comme ça, et donc, pour décroter ça du truc, c'était très compliqué. Et donc, ça a pris beaucoup de temps et il a fallu aussi des scandales qui éclatent dans la presse, des décès, etc., pour que finalement une fédération de la WWF qui avait comme ça une espèce de... Parce que il a fallu quand même attendre l'après-guerre des ratings avec la WCW pour que la WWF s'y mette vraiment. Parce qu'avant, ils étaient tenus par le fait que s'ils viraient un gars, il allait se retrouver dans la fédération d'en face, ça allait pas être bon pour eux. Donc bon, je crois qu'il y a plein de choses qui expliquent ça. Mais le fond du truc, c'est que je pense que le catch, comme la musique, où les gens font des tournées de concerts comme ça, on est 24 heures sur 24 avec des potes en train de tourner, on rentre pas chez soi, on n'a pas une routine avec une femme, avec des enfants, et donc quelque part au niveau de la relation à l'alcool et à la drogue, j'ai envie de dire, on cède à ça plus facilement. Je pense que ça vient de là de base, et que du coup, comme c'est quelque chose de très répandu, c'était très compliqué de le traiter. C'est facile de faire arrêter un ou deux membres de son roster s'ils sont isolés, mais si c'est 90% de ton roster, tu fais quoi? Tu fais une règle anti-drogue, ça devient compliqué. Bon, je pense qu'il y a un truc là-dessus. Voilà, donc j'arrête là, et puis maintenant je vais reprendre la WCW avec qu'est-ce qui s'est passé en 91 d'abord. Allons-y. Donc le premier truc qui s'est passé en 91, je vais commencer par quelque chose qu'on voit pas à l'écran, qui est hors kayfabe, mais qui est quand même important, je voulais le dire rapidement. L'année 91, c'est l'année où la WCW se sépare de la NWA. Donc j'avais expliqué qu'en fait la WCW c'est un énorme territoire à l'intérieur de la NWA en gros, et il était tellement énorme que finalement la WCW n'avait plus vraiment besoin de la NWA pour avoir cette espèce de prestige derrière, alors que la NWA avait grandement besoin de la WCW pour continuer à exister. Donc le split était assez inévitable, et donc il a eu lieu, la WCW devient une fédération comme la WWF, comme à peu près toutes les fédérations aujourd'hui, une fédération indépendante et qui se gère elle-même. Voilà. Donc ça, bon, ça a eu aucun impact, in kayfabe ou à l'écran, on n'a rien vu à voir là-dedans, il n'y a eu aucun impact direct en fait. Il y a éventuellement des impacts peut-être sur la paye de certains lutteurs ou certains contrats ou que sais-je, mais voilà. Alors au niveau des choses qui se sont passées à l'écran qui sont importantes, il y a un truc, si vous avez vu ma vidéo sur les 91 de la WWF, vous pouvez déjà deviner, c'est le départ de Ric Flair. Voilà le gros truc à retenir, le gros événement de l'année 91 pour la WCW, c'est le départ de Ric Flair. Qui plus est, donc, leur immense star, Ric Flair, qui part en plus champion du monde poids lourd, il part avec la ceinture, parce que comme il y a justement ce split avec la NWA, il y a une espèce de flou artistique qui fait que il part avec la ceinture et d'un coup direct, en claquant la porte, parce qu'il s'entendait plus du tout avec le booker de l'époque qui était Jim Herd. Ça change de booker tous les 6 mois, la WCW, c'est un peu un bordel à ce niveau-là. Et il part aussi, mine de rien, leader des Four Horsemen. Donc c'est quand même un clan qui est majeur, et donc sans Ric Flair, ils peuvent plus vraiment continuer à faire les Four Horsemen, donc là aussi c'est pas tip top. Je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo de 91 sur WF, mais si c'est le cas, je vais le redire, c'est pas grave. Je me souviens d'une shoot interview de Arn Anderson, qui avait raconté comment ça avait été vécu à l'époque par le vestiaire de la WCW. Il disait qu'ils avaient l'impression, en étant face à la WF, d'être dans une partie d'échecs, mais c'est l'adversaire qui a les deux dames. Et ouais, je trouve que ça représente bien l'espèce de cataclysme que ça peut représenter pour la WCW à l'époque. Et pourtant, en fait, le gros paradoxe, c'est que les 2 ans à venir vont être peut-être possiblement 2 des meilleures années de toute l'histoire de la WCW. Vraiment 2 années très 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 bonnes, malgré le départ de Ric Flair. Alors pourquoi? Pour moi, c'est pas une cause directe, c'est pas que Ric Flair polluait le main event ou vous êtes la merde ou je sais pas quoi. C'est juste que d'une part, ça va redistribuer les cartes. Et ils vont peut-être justement redistribuer les cartes de façon assez pertinente, ils vont plutôt bien s'en sortir. Et puis surtout, on va voir beaucoup de gens arriver ou revenir à la WCW durant l'année 91, 92 et tout ça. Alors parmi les arrivées majeures, on a le retour de Ricky Steamboat en 91, on a l'arrivée de Rick Rude, on a les débuts plus ou moins de Vader, j'en parlais tout à l'heure, les vrais débuts de Vader c'est plutôt 92, mais voilà, on a quand même Vader qui arrive. On a les débuts de Steve Austin, c'est un rookie, mais mine de rien, c'est quand même un talent qui arrive. Voilà. Bon, on a aussi Dustin Rhodes qui arrive avec son père Dusty Rhodes. Donc, Dusty va être plutôt en backstage, booker et commentateur,
et Dustin va être lutteur. Mais voilà, on a plein de monde qui arrive comme ça, donc automatiquement, entre perdre Ric Flair d'un côté et récupérer Steamboat, Roode, Austin, Vader, Dustin Rhodes, bon, forcément, la deuxième option est la meilleure. Donc finalement, ils ont eu cette chance-là, quitte à perdre Ric Flair, finalement, c'était pas si mal. Et puis au niveau de la redistribution des cartes, comme je l'ai dit, avec la fin des Horsemen, ils vont faire tourner Windham face. Et puis surtout, ça va laisser la place pour créer un nouveau groupe de heel. Et ils vont créer la Dangerous Alliance à la fin de l'année. Donc c'est le groupe de heel mené par Paul E. Dangerously, que vous connaissez sous le nom de Paul Heyman, avec des cheveux et maigre. Curiosité. Donc voilà, c'est un groupe de heel, hein. Il y a Rick Rude, Bobby Eaton, Steve Austin, Arn Anderson, Larry Zbyszko, Madusa. Donc ça fait vraiment un bon gros groupe de heel. J'en parlais beaucoup pour l'année 92, qu'ils ont fait quasiment toute l'année plein pot comme ça. Ils ont autre distribution des cartes, hein. Ils ont mis Lex Luger heel et champion tout de suite après le départ de Ric Flair, donc ils ont fait en gros ils ont mis Luger là où était Flair. Clairement, avec un peu la même gimmick aussi, de mec qui se balade en costard et qui, alors c'est pas la même, voilà, c'est pas la même personnalité derrière, mais il y a un peu le même côté champion qui a la belle vie, quoi. Voilà, jet flying, etc. Voilà, et puis bon, le heel turn de Luger déclenche une rivalité qui était évidente avec Sting, qui était son ancien partenaire par équipe et ami et tout. Et bon, voilà, Sting est resté face, machin. Donc ça, c'était fluide, quoi. Je veux dire, ça se faisait naturellement. Luger quand même avait une certaine cote, donc c'était pas mal. Et puis dans les autres trucs qui sont passés assez importants en 91, avant d'arriver sur quelque chose de plus anecdotique, je finirai avec ça. C'est le face turn, le split de la team Doom, donc c'était Butchery de Ron Simmons, le face turn de Ron Simmons et la montée de Ron Simmons vers le main event. Il a quand même 2 matchs à faire contre Luger pour le titre, dont un 2 out of 3 falls à Halloween Havoc, si je me trompe pas. Je suis plus sûr que le match de Halloween Havoc soit celui qui est en 2 out of 3 falls. Ouais, j'aurais dû en vérifier. Pourquoi que je pourrais vérifier rapidement, mais bon, je vais pas le faire, on s'en fout. Ce qui est important en fait, c'est que Ron Simmons a eu un momentum hallucinant sur lui avec son face turn, parce qu'en fait ils ont vachement réutilisé le fait que c'était un ancien très très bon footballeur américain au niveau universitaire, qu'il avait été retiré, son maillot avait été retiré dans son équipe, je sais plus d'où il vient, de Florida State je crois, mais j'y connais rien au football américain. Bref, et puis finalement quand ils ont vu qu'il commençait une carrière de pro wrestler plutôt que de footballeur américain, ils ont enlevé le maillot du Hall of Fame de son ancienne équipe universitaire, puis finalement ils l'ont remis quand ils ont vu que ça devenait un lutteur populaire et plutôt de qualité, parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Ron Simmons, quand tu perces au niveau de WCW, tu peux dire que tu as réussi ta carrière. Et du coup, lui, on le voit comme ça, aller retourner dans son ancienne équipe, retrouver son coach, et son coach dit ouais, ça a toujours été un mec, un battant, un mec bien, machin truc. Après, tu le vois faire des œuvres de charité. Après, tu le vois en train de dire je défends la cause des Noirs, il n'y a jamais eu un Noir américain qui a été champion du monde poids lourd, c'est pas normal, machin truc. Ça a créé un momentum autour de Ron Simmons qui est hallucinant. Et quand vous voyez comment il a été, enfin le moment d'émotion que ça a été quand il a gagné le titre en 92, alors qu'en 92 son momentum il est au ras des pâquerettes. Je pense sincèrement que s'il avait gagné le titre en 91 en battant Luger, ça aurait été un moment immense. Et en plus, ce que je me dis, c'est qu'ils avaient là en fait un lutteur que la WWF pouvait vraiment leur envier, un Noir américain poids lourd over en fait, parce que finalement il y a toujours eu du racisme aux États-Unis et dans tous les sports, et je pense que dans le catch, peut-être un peu plus que dans d'autres sports. Et je pense qu'avoir un représentant de la communauté noire, de rien, c'était important au main event. Et la WWF n'en avait pas. Je veux dire, les 2 meilleurs noirs américains de la WWF, c'est Virgil et Coco Beware, quoi. Donc, bon, ou Kamala. Enfin bon, c'est de la merde, quoi, clairement. Donc là, ils avaient potentiellement le truc que la WWF n'avait pas. Et puis en plus, je pense qu'ils auraient pu se garantir de le garder avec eux en disant, mec, on t'a donné le titre, on te respecte et tout, reste avec nous, quoi. Donc bon, parce que bon, c'était le risque aussi, c'est qu'ils se fassent piller leur lutteur. Donc ça, je trouve que là, quelque part, la Fed a peut-être raté un coche. Après, je le comprends, parce qu'ils avaient mis une titre sur Luger et qu'ils voulaient sûrement installer Luger main event pour après que le match entre Sting et Luger soit à fond, et que finalement Ron Simmons leur servait plus à builder Luger un peu plus. Maintenant, il y a des moments où il faut saisir la balle au bon. Je pense vraiment que le momentum sur Simmons était énorme et qu'il aurait mérité d'avoir le titre à ce moment-là. Voilà. Et puis un dernier truc qui s'est passé en 91, c'est plus anecdotique, mais je voulais le dire, c'est le retour du Wargame. Avec Dusty Rhodes qui revient dans le booking. Dusty Rhodes revient avec son idée d'origine, c'est lui qui avait créé ce concept, le Wargame, donc avec la cage, avec 2 rings collés, tout ça. Bon, je vous parlerai de ça tout à l'heure quand je parlerai des meilleurs matchs. Voilà. Donc ça, c'est aussi, bon, mine de rien, des petites choses qui
font la spécificité de la WCW et qui sont quand même un peu mythiques, donc c'est pas inintéressant. Voilà. Alors j'attaque avec mes awards, puisque le reste est anecdotique et du coup j'aurai l'occasion d'en parler en parlant de mes awards perso. Donc je commence comme d'hab avec le seul award un petit peu négatif de la collection, surcouché de l'année, surutilisé de l'année, enfin bref. Alors le roster est toujours assez faiblard, hein. On n'a pas beaucoup de stars, on n'a pas beaucoup de grands noms, on n'a pas beaucoup de très très bons lutteurs. Donc finalement on peut pas vraiment avoir de scandale au niveau de la surutilisation, parce que même si un mec moitié pourri est mis dans le main event, on se dit ouais ils le mettent peut-être aussi par défaut ou quoi. Donc finalement les surcouchés surutilisés, je vais surtout mettre des wrestle crap, quoi, vraiment des mecs, tu te dis c'est quoi ce bordel, ou des gimmicks pourris et tout ça. Donc accrochez-vous. Numéro 3. El Gigante, donc le géant en espagnol. D'ailleurs, la WCW aura 2 géants dans son histoire. Donc El Gigante qui est le Giant Gonzalez, plus tard de la WF, et le Big Show. Et les deux s'appellent le géant. The Giant, El Gigante. Tu sens l'originalité au niveau des noms. Hein. Enfin, bref. Donc oui, donc bon. Il gêne pas plus que ça, même s'il est mauvais, on sent qu'ils l'ont pris parce qu'il est grand, et qu'ils se sont dit, on va attendre qu'il devienne bon. Et malheureusement, il n'est jamais devenu bon. Mais du coup, comme ils attendent qu'il devienne bon, enfin que El Gigante devienne bon, on le voit pas dans des gros matchs, on le voit pas affronter des gros lutteurs, il a bien des segments avec Ric Flair, tout ça, mais ça mange pas de pain, c'est pas bien méchant. Donc voilà, c'est quand même un peu de la merde, mais c'est pas une catastrophe. Et je trouve quand même qu'il a l'air un peu in shape. Pour un mec de cette taille-là, il est quand même capable de courir un peu et tout ça. Je pense qu'avec un entraînement bien drastique, en lui faisant peut-être miroiter plus d'argent, je sais pas, je pense qu'il y avait moyen de faire avec El Gigante quelque chose de pas mal, qu'ils vont faire plus tard avec le Big Show, parce que des gars avec ce physique-là, c'est quand même très très rare, et faire de ces mecs-là des bons lutteurs intelligents et tout, c'est difficile, mais ça peut se faire. Et là, vous avez un truc vraiment particulier. Voilà. Numéro 2, Bill Kazmaier, donc je pense que ça se prononce comme ça, donc un ex-footballeur américain, qui me fait beaucoup penser à Ryback au niveau de son visage, bref, et de son physique un petit peu aussi. Bon. Un lutteur extrêmement faiblard dans le ring avec une gimmick de gros débile qui tord des bouts de métal, hein, donc voilà, qui aurait été peut-être beaucoup mieux en ring d'ailleurs. Bon, il a été poussé comme un monstre, intouchable, il s'en limite pas la douleur, enfin j'exagère un peu, mais voilà, genre il le surpousse parce qu'il est hyper puissant. Je crois qu'il a fait des concours de l'homme le plus fort du monde, tout ça. Sauf que voilà, il était vraiment vraiment mauvais dans le ring. Ça fait partie de ces mecs, il y en a pas mal dans l'histoire du catch. Tant qu'ils ont pas lutté, tu te dis, ils ont l'air badass, ils ont l'air dangereux, attention, celui-là, à mon avis, il est fort. Et tu vois lutter, tu dis, non, mais en fait, il est nul. Il est plus crédible du tout, on n'y croit plus du tout à sa force et à sa capacité à être brutal. En fait, entre avoir l'air d'une brute, physiquement, et avoir l'air d'une brute dans le ring, eh ben, il y a tout un truc à apprendre qui fait, c'est de la technique, en fait. C'est de la technique. Voilà. Donc, bon, là, clairement, il n'a pas cette technique. Alors que Goldberg, lui, il l'aura. Il aura l'air violent dans le ring. Ça fera toute une différence. Je parlerai de Goldberg dans plusieurs années. Et puis numéro 1, Oz. Donc Oz, en fait, c'est Kevin Nash avec une gimmick de magicien. Alors là, on est dans le wrestle crap le plus pur, hein, habillé tout en vert, avec, enfin, c'est ridicule, mais d'une force. C'est vraiment ridicule au point que c'est drôle. Et en plus, Kevin Nash, je pense qu'il n'y croit juste pas à sa gimmick, ce qui fait qu'il a l'air d'un gros débile. Bon, c'est drôle en fait, mais sauf que quand même le mec il a fait des matchs, y compris en pay-per-view et tout, donc voilà. Et en plus l'entrée il vient avec un masque de vieillard et tout, enfin, c'est long et tout, c'est horrible. Donc voilà, donc c'est pas du surcouché véritablement, c'est plus du surutilisé, plus dans le sens très mauvaise idée sur le papier, et effectivement c'était une mauvaise idée. Voilà, c'était un peu de la merde. Voilà, donc c'est un peu par défaut que je mets ça, mais comme je dis, j'ai pas de scandale. Le contraire maintenant, donc sous-utilisé, sous-couché dans l'esprit. Alors numéro 1, j'ai mis, ah ben non, je vais partir du numéro 3. Donc numéro 3, j'ai mis Brad Armstrong, donc un très très bon lutteur de mid-card, qui va quand même avoir le droit à 2 gimmicks un peu bizarres. La première, c'est Bad Street. Donc Bad Street, c'est le 3e membre des Freebirds à l'époque, donc avec un masque. Donc avec ça, il va quand même faire des bons matchs en pay-per-view, tout ça, donc c'est pas mal pour lui. Sauf que bon, tu te demandes pourquoi ce costume et pourquoi Bad Street. Voilà. Alors que bon, Brad Armstrong, il a pas l'air, enfin bon, il est pas mal physiquement, enfin bien, voilà. Bref, bon ça encore ça va. Bon, il va pas avoir grand chose à faire en Bad Street, donc ça va vite s'arrêter. En Brad Armstrong, il fera rien. Et il aura une 3e gimmick, alors celle-ci, il faut s'accrocher. Arachnaman, ou Arachniman, attendez, je vais vérifier juste si je peux me connaître. Arachnaman. Donc voilà, en gros c'est Spider-Man.
Alors celle-là, faut se la décoter aussi, celle-là. Donc Spider-Man, en gros, qui vient dans le ring. Donc ça, c'est horrible. Et je me dis, mais pourquoi le pauvre, pourquoi on le laisse pas en tant que Brad Armstrong gagner un titre TV? Voilà. Et puis après, tu verras bien si ça prend que le public. Il est bon, le gars. Il est bon. Et il a rien. Donc voilà. Tant pis pour lui. Numéro 2, Mike Graham. Alors celui-ci, de derrière les fagots total. En fait, je crois que c'était un gars qui bossait en backstage. C'est le fils de Eddie Graham, qui est une espèce de grande star des années, je sais pas trop, des années 50-60. Je connais pas bien le catch US des années pré-années 80, en fait. Je me plongerai là-dedans plus en détail dans quelques années. Je vous en reparlerai. Enfin, en tout cas, Mike Graham, c'est un tout petit lutteur, poids léger. A priori, c'était un coach aussi en backstage, un agent, comme je disais. D'après ce que j'ai compris, il a pas mal coaché et entraîné Brian Pillman, ce qui fait que Brian Pillman et lui sont tombés en équipe plusieurs fois. Et en fait, j'ai trouvé excellent. J'ai été surpris. Le mec, il a une technique, une fluidité dans la façon de placer ses moves, qui est vraiment cool. Et bon, évidemment, il n'a pas un physique de star et je m'attendais pas à ce qu'il ait un push, mais à la fin de l'année, la WWE va lancer le titre de champion de poids léger. Et ils n'ont pas beaucoup de poids légers finalement, hein, à part Brian Pillman, vite fait Tom Zenk. Voilà, il n'y a pas grand monde. Ils vont faire venir Liger du Japon et je me dis que Mike Graham aurait pu vraiment alimenter cette division. Et puis surtout, Mike Graham contre Brian Pillman, ça aurait été super kiffant parce que ça aurait été l'élève contre le maître et tout. Donc voilà, c'est un peu dommage. Il y avait vraiment un truc à faire avec lui. Et c'est un peu comme s'il nous l'avait mis à l'écran, juste le temps qu'on se dit, tiens, il est pas mauvais, lui, hop, et puis il l'enlève. Ok, tant pis. Voilà. Et puis les numéros 1, je dis les parce que c'est une équipe, c'est eux, c'est Tracy Smothers et Steve Armstrong, alias les Young Pistols, qui vont se faire rebaptiser les Southern Boys. Déjà depuis 90, je les avais trouvés super bons, l'équipe, vraiment une équipe très très sympa. Vraiment avec beaucoup de double team move, une espèce de synchronisation qui rappelle un peu les Workers. Voilà, ils sont bons au micro, ouais. Ils sont pas spécialement charismatiques, mais c'est pas dégueu non plus. Ils ont un bon costume, je trouve. Franchement, c'était vraiment une bonne équipe. La division par équipe, elle était pas hallucinante à cette époque-là. Elle avait quand même déjà perdu quelques noms entre 90 et 91. Et je comprends pas pourquoi ils ont pas eu des matchs en pay-per-view contre les Steiners, contre les Enforcers. Donc ça, c'est Arn Anderson et Larry Zbysko plus tard. Voilà. Et puis ils pouvaient faire heel et face comme ils voulaient. Et ils vont quitter en fait la WWE tout au début de l'année 92. Alors que c'était vraiment une super équipe et finalement on a l'impression qu'à part un match contre les Midnight Express en 90 dont j'ai dû vite fait parler dans la vidéo précédente de la WWE 90, ils ont quasiment eu rien à faire alors que c'était une bonne équipe. Donc ça fait quand même mine de rien 2 membres de la famille Armstrong sur ce podium, Steve et Brad, les 2 frères. Il y a Scott et il y aura Brian qui va arriver aussi plus tard, Brian Armstrong qui est le Road Dogg. J'en reparlerai peut-être dans les années futures, mais toute la famille Armstrong est passée par la WWE. Scott Armstrong, il est arbitre à la WWE aujourd'hui. J'allais dire WWF, ouais. Voilà. Ensuite, on passe. Donc, les débuts retours de l'année. Donc, les débuts retours de l'année, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le moment où les mecs reviennent. C'est pas l'impact que ça a eu pour plus tard. Voilà. Donc, j'ai choisi en 3e les débuts, le début retour, ça dépend, parce que bon, de Rick Rude. Donc Rick Rude en tant que Rick Rude, ex-grosse star, champion intercontinental de la WWF, qui arrive et le retour en soi est pas terrible. En fait, il fait un match en tant que Black Phantom, je crois, à Halloween Havoc. Il gagne son match avec son finisher, je pense que le public commence à le reconnaître. Il s'en va et là il y a Paul Heyman qui arrive et tout ça. Il dit que c'est son nouveau poulain. Il enlève son masque et c'est Rick Rude, machin truc. Il fait une promo, il est très bon micro et le moment est pas énorme en soi, mais moi ce que j'aime, c'est le fait que c'est la première grosse signature de la WCW. Jusque-là, en fait, ils faisaient que perdre leurs lutteurs. Ils avaient perdu Steamboat, Terry Funk, Ric Flair, Sid. Enfin bon, dès qu'il y avait un mec qui était over, hop, il partait, quoi. Limite, à part Sting et Luger, tout le monde partait. Et là, ils ont récupéré Rick Rude. Donc pour une fois, ça tourne. Et c'est vrai que c'est le début d'une série de gars qui vont revenir comme ça. Donc voilà, le retour de Rick Rude est pas mal à ce niveau-là. En numéro 2, le retour de Nikita Koloff. Bon, c'est quand même un gros nom qui revient, même si c'est pas un super lutteur. Alors Nikita Koloff, pour vous placer à peu près, c'est un mec qui a le physique de Goldberg, qui est américain, mais qui a une gimmick de russe, et qui parle avec un anglais qui est parfait au niveau grammaire, mais avec un accent russe ignoble. Donc moi, en fait, en 2 secondes, j'ai grillé que le mec est américain. Je sais pas pourquoi ils ont... Ouais, bref. Donc il est censé mettre de Lituanie, je crois, précisément. C'est un ex-champion US, une ex-star des territoires de la Géorgie par là, des territoires NWA. Et il revient, il attaque Lex Luger direct en faisant croire qu'il revient un peu en tant que guest, il est habillé normal, et en fait non, il a de l'ambition, tout ça. Bon,
C'est pas un truc de fou en soi, mais je trouvais que la surprise était bien menée. Et puis il a ce physique et ce charisme naturel à la Goldberg. Vraiment, il ressemble vraiment à Goldberg, je trouve, physiquement, qui crée quelque chose quand même. Il attire l'attention à ce niveau-là. Et puis numéro un, le retour de l'année qui est largement, en ce qui me concerne, c'est un des plus beaux moments de l'année, j'en parlais tout à l'heure. C'est le retour de Ricky Steamboat à la fin de l'année qui revient en tant que partenaire surprise de Dustin Rhodes suite à la blessure de Barry Windham. Et ils gagnent le titre ensemble dans un match qui est vraiment fort avec une fin vraiment très très folle avec le public et tout, et Jim Ross qui gueule. J'en parlais tout à l'heure dans les moments de l'année, parce que ce retour sera l'un des 3 moments de l'année, je vous dis pas lequel, histoire de gagner le suspense. Voilà. Ils l'ont un peu botché, le retour quand même, si je dois dire. Je vais en parler tout à l'heure avec les moments de l'année plus en détail, mais pour moi, ils ont pas réussi à le convertir plein pot ce retour. Ils ont trop voulu jouer avec le public. Le mec vient avec un costume de dragon, machin. Bon. À un moment donné, tu balances la musique d'entrée de Steamboat, les gens le reconnaissent, c'est bon, ça fonctionne. Bref, j'enchaîne. Avec les rookies de l'année, newcomers, tout ça. Alors, il y en a eu plein. Il y a eu plein de retours. Il y a aussi plein de nouveaux qui sont arrivés. J'ai donné quelques noms tout à l'heure. Je vais vous donner la liste exhaustive, ou presque, si j'en oublie pas. Après, vous a redonné le podium. Donc, podium, le numéro 3, il est contestable. C'est Vader. Alors, Vader numéro 3, ça peut paraître fou, parce que Vader, c'est un des meilleurs lutteurs de tous les temps, hein, je pense, le meilleur Big Man, en tout cas le meilleur super heavyweight de tous les temps, parce que Big Man, on sait jamais trop qui on met là-dedans. Donc, est-ce que Stan Hansen est un Big Man? Bon, si oui, voilà. Bon, bref. Voilà. Donc Vader numéro 3 seulement parce qu'il fait peu de matchs en fait en 92. Il avait d'ailleurs fait un match en 90. Donc j'aurais presque pu le compter en 90. J'ai dit il fait peu de matchs en 92. Non, voilà. Il commence son run à temps plein pour la WCW uniquement en 92. En 91, il est plutôt encore un lutteur de la New Japan Pro Wrestling, qui fait quelques matchs de temps en temps avec la WCW, mais il en fait de plus en plus tout au long de l'année. Et à la fin, il est quand même assez présent, y compris dans les shows hebdo. Il va repartir, il va revenir jusqu'à revenir à temps plein en 92 et avoir cette rivalité avec Sting et tout. J'en parlerai en 92 qui est super. Donc ça fait pas une grosse année de rookie entre guillemets si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quand même Vader et c'est quand même des débuts qui sont fracassants au sens propre comme ils sont figurés. Deuxième, Dustin Rhodes, donc le Goldust, hein, Dustin Rhodes à 20 ans. Il a que 20 ans, hein, 20 ans, 21 ans. Donc il arrive, alors il est tout jeune, hein, il est rookie limite réellement lui, hein, il a fait ses débuts en 90 à la WWF, mais voilà, il est rookie, hein, il est tout green, tout jeune. Alors Dustin Rhodes c'est un truc assez étonnant dans l'année, je trouve. Il commence l'année, il est ignoble au micro, mais un des trucs les plus dégueux au micro. Si vous avez que ça à faire, vous pouvez aller voir des promos de Dustin Rhodes au micro au début de l'année 91. Il est nul, mais nul à chier quoi, mais à chier. Et il va vachement progresser à ce niveau-là. Et dans le ring aussi, je trouve j'ai l'impression qu'il va se trouver. Et notamment en étant mis en équipe avec Barry Windham. Je trouve que c'est un peu un Barry Windham jeune, en fait, Dustin Rhodes. C'est un peu le même gabarit, il est tous les deux du Texas et tout ça. C'est un peu le même, voilà, le même style. Et, Dustin Rhodes va pas mal se copier ce style-là pour démarrer sa carrière et ça va faire un très bon lutteur par la suite. Donc c'est un très prometteur, en fait, à la fin de l'année. C'est-à-dire que, à la limite, dans le sens newcomer, dans le sens prometteur, c'est vraiment énorme à ce niveau-là. Et puis numéro 1, on peut s'en douter, c'est Steve Austin. Bon, je dis pas ça parce qu'il va devenir Steve Austin après, et là c'est juste Stunning Steve Austin, c'est pas, avec les cheveux longs blonds, et puis ça, je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui vient avec lui. Mais il est excellent, il fait un run de champion de TV remarquable, avec beaucoup de bons matchs à chaque show hebdo et tout. Au micro, il est pas mal, même si c'est pas encore le grand Steve Austin, mais ça passe. Il est charismatique, il est hyper affûté physiquement. Moi, il me fait plus penser à Chris Benoit. En 91, Steve Austin me fait plus penser à Chris Benoit qu'à ce qu'il sera lui-même plus tard. Physiquement et dans la façon de lutter et tout. Voilà, il a l'air intense et on va voir en 92 que le mec, il est pas venu pour faire de la figuration. On sent qu'il a de l'ambition et qu'il peut se donner à fond dans des matchs et tout ça. Donc voilà, Steve Austin, excellent. Alors au niveau des autres rookies, on a Johnny B. Bad, qui est assez mauvais cette année-là. On a Diamond Stud. Diamond Stud, c'est Scott Hall, en fait. Alors parlons de Diamond Stud, il y a Diamond Dallas Page qui fait ses débuts en tant que lutteur en 91. Avant ça, c'était un manager. Donc voilà. Bon, les débuts de Diamond Dallas Page, c'est ses premiers matchs même en carrière. Hein. Donc on voit ses premiers matchs en carrière dans le ring à WCW, c'est un peu dégueu à voir. Même si bon, moi j'aime beaucoup DDP, mais voilà. On aura aussi Big Josh qui fera ses débuts. Donc Big Josh, c'est celui qui incarnera Doink à la WWF, le Doink Hill. Donc c'est Matt Bourne en fait.
On aura PN News. Alors bon, ça c'est un espèce de gros rappeur dégueu. Soit le mec c'est un Allemand, je me rappelle plus de son nom. Bref, un rappeur dégueu physiquement, hein, dégueu. Dans le ring, ça passe encore pour son gabarit. On aura Mr. Hughes aussi qui fera ses débuts, qui est un ex-footballeur américain qui fera une carrière assez courte et surtout souvent considéré comme un mauvais lutteur. Et pourtant, ce qu'il va faire en 91-92 est pas mal. Et puis aussi, vite fait, on aura une team qui s'appelle State Patrol. Alors là, bon, j'ai même pas envie d'en parler, c'est une équipe de merde. Mais voilà, pour citer un peu quasiment la liste exhaustive, je pense, des rookies de l'année. Donc c'est quand même pas mal. Plus grosse progression de l'année maintenant. Alors, numéro 3, j'ai décidé de mettre Brian Pillman, qui était déjà un très bon lutteur en 90. Et je trouve qu'il a encore passé un petit cap en 91, notamment au micro et dans la capacité à lutter avec les autres poids lourds et à faire du main event et tout ça. Il a une rivalité avec Barry Windham, dont je vais parler tout à l'heure, une série de matchs qui est fantastique. Et vous pouvez le voir par exemple dans le Wargame, il est excellent. Enfin, il a encore progressé un petit peu. Comme j'ai pas vu d'autres très grosses progressions dans l'année, derrière, je l'ai mis 3e, c'est pas un truc très significatif. Numéro 2, c'est déjà plus net, c'est Cactus Jack. En fait, Cactus Jack, il a fait un run, quelque chose comme les 6 premiers mois de 90. Et ils l'ont laissé partir, donc il est retourné dans un peu les indies US, on va dire, de l'époque. Et là, il revient pour être mis dans le main event, affronter Sting et tout ça. Il a plus de trucs à faire, il peut montrer son talent micro, il peut montrer un peu plus de choses au niveau de ses bumps et tout ça, il commence à être meilleur, il fait un très bon match avec Sting dans un show hebdo qui est pas très connu, beaucoup moins connu en tout cas que les matchs qu'ils auront en 92. Donc voilà, Cactus Jack, en temps en 90, on peut le trouver bon, mais on peut pas non plus s'exciter plus que ça. Autant là, on peut vraiment commencer à se dire, oula, ce mec-là, c'est quelque chose de spécial et ça peut devenir une star. J'en parlerai tout à l'heure avec les moments de l'année. Et enfin, numéro 1, Lex Luger. Alors Lex Luger in ring, il a pas bougé, simplement au niveau de son personnage, il est passé d'un face assez banal finalement, quelque part, à un heel à la Ric Flair, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou presque plus si vous connaissez, à la Triple H 2002-2003, quand il est bien rasé, qu'il a les cheveux longs et qu'il est leader d'Evolution. Je sais pas si vous voyez. Il me fait beaucoup penser à ça. Il a une espèce d'arrogance naturelle et tout, il est vraiment super dans son personnage. Et puis bon, il passe un cap quand même, il passe de mid-card, high-card, quasi main event à vrai gros main eventer champion. Donc voilà, ça lui donne beaucoup d'éléments qui font que je l'ai mis progression de l'année. Bon, il aurait fallu qu'il progresse dans le ring pour vraiment être totalement probant à ce niveau-là, mais bon. On n'a pas de progression de fou furieux sur cette année-là, donc j'ai décidé quand même de plébisciter la progression au niveau personnage de Luger, qui est quand même importante au niveau du main event. Maintenant, la feud storyline de l'année, donc la meilleure rivalité de l'année. Alors avant de parler du podium, 3 storylines que j'ai pas mis et que j'ai bien aimé. La rivalité entre Nikita Koloff et Sting, que j'ai trouvé cool. En fait, la rivalité entre Nikita Koloff et Lex Luger s'est déplacée sur Sting ensuite. Et il y a eu des segments qui étaient assez cool, notamment Koloff qui s'en prend à des fans de Sting et tout ça. Enfin bon, c'était assez violent. Je trouve qu'il avait vraiment quelque chose en il. Les matchs sont pas tip top. Donc bon. Voilà. Une storyline que j'ai bien aimée aussi, c'est la quête qu'a eu Bobby Eaton, donc ex membre des Midnight Express version 1 et version 2. Il y a eu 2 versions des Midnight Express, qui a toujours été un lutteur par équipe et qui là veut absolument accrocher un titre solo à son palmarès. Et donc il y a une quête autour de lui de vouloir absolument choper le titre TV. Et j'ai trouvé ça bien parce que bon, Bobby Eaton c'est pas une star ni rien, mais c'est un bon lutteur. Et ils ont bien booké le gars pour qu'il y ait un intérêt à suivre ses matchs, alors qu'au niveau du personnage c'est quand même assez lisse. Donc j'ai trouvé ça vachement bien foutu et assez prenant. Et finalement quand il devient champion, on est vraiment content pour lui. On se dit que ouais, il en a chié et tout ça. Et c'était cool. Puis ça donnait un intérêt au titre TV. J'en parlais tout à l'heure aussi, un peu plus. Et puis, une autre storyline que j'ai trouvé cool, alors c'est très secondaire, mais mine de rien, voilà, c'était plutôt bien écrit. C'est en fait quelque chose qui va amener le split de Doom, un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. En fait, Teddy Long était le manager de la team Doom, donc Ron Simmons et Butch Reed. Et c'est un pote in kayfabe, hein, c'est de DDP, qui est manager des Freebirds à ce moment-là. Non, que dis-je, de DDP. Voilà. Il est pote avec DDP. On ne sait pas ce que fait DDP, hein, il est juste là, tranquille. Bref. Et DDP lui dit, tiens, j'ai 2 potes, là, c'est des jeunes lutteurs, ils commencent tout juste leur carrière, est-ce que tu accepterais qu'ils affrontent Doom, là, ça leur permettrait de progresser. Donc Teddy Long dit, ouais, y a pas de problème et tout, est-ce que tu veux que je mette les titres en jeu, comme ça va les motiver, et puis les gars vont être à fond, ça sera mieux, machin. Il dit, ouais, bah oui, c'est ce que j'allais te demander, ça tombe bien, machin truc.
Voilà. Donc DDP lui fait signer un contrat, Taeyong il lui fait confiance, il regarde même pas et machin. Il va annoncer à Doom la nouvelle, et les gars ils sont là, putain, tu fais chier de mettre le titre en jeu sur un match comme ça, on sait même pas qui c'est et tout. Et Taeyong il dit, vous inquiétez pas, c'est des débutants, vous allez les défoncer. Bon. Donc Doom arrive au ring, avec le titre en jeu, et là en fait DDP arrive et il annonce que ces deux poulains, c'est les Freebirds, donc pas du tout des jeunes, plutôt des légendes des matchs par équipe, et il gagne le titre par équipe à ce moment-là. Et puis du coup forcément Doom n'est pas content, machin truc. Enfin voilà, j'ai trouvé que la storyline était super bien faite, c'est un des premiers moments où on peut voir DDP faire quelque chose. Il était très bien. Donc voilà, j'ai bien aimé ce truc-là. Bon, c'est très anecdotique, mais je voulais en parler rapidement. Alors au niveau des vraies storylines et rivalités de l'année, numéro 3, j'ai mis la formation de la Dangerous Alliance. Alors ça va être surtout quelque chose d'important pour l'année 92, mais la formation d'une alliance avec Paulie Dangerously, ou Paulie Man, Rick Rude, Steve Austin, Arn Anderson, Larry Zbyszko et Madusa, ça fait vraiment un clan hyper badass qui a pour mission annoncée de détruire Sting et ses amis. Et voilà, je trouve que ça a eu de la gueule et c'est venu un peu reprendre les choses là où les Four Horsemen les avaient laissées, mais avec une fraîcheur qui était cool, j'ai bien aimé. Donc la manière dont ça s'est fait est pas forcément passionnant. En fait, Paulie Man au départ était juste manager de Rick Rude et Madusa. Et puis ils vont faire venir Arn Anderson et Larry Zbyszko d'abord, puis ensuite Bobby Eaton, et enfin Steve Austin qui était champion de TV et qui commençait vraiment à passer des tours. Et donc mine de rien, certains vont profiter du clan comme Steve Austin pour briller un peu plus, et puis d'autres vont, on va dire, vont être là pour faire que le clan soit crédible. Donc c'était un très très bon clan, mine de rien. Donc c'était pas rien. Numéro 2, la rivalité entre Brian Pillman et Barry Windham au début de l'année. Donc là c'est plus une rivalité qui est intéressante par rapport à l'attitude de Brian Pillman et la qualité des matchs entre les deux. Alors, en fait, les matchs entre les deux, on sent qu'il y a beaucoup d'intensité, les mecs se donnent à fond et tout ça. Grosso modo, l'idée c'est que Windham domine totalement Brian Pillman, mais que Pillman ne lâche rien, il y croit et il revient tout le temps. Et il y a plein de moments où Barry Windham il gagne son match, il est là en train de se marrer, un peu arrogant, tout ça, et Pillman vient derrière, il lui met un dropkick, il continue à le faire chier et tout. Pillman le rechoppe, il le balance dans les barrières, l'autre revient et tout. Et j'adore ces trucs-là. Ils ont eu plusieurs très bons matchs. Et ils font aussi le début du Wargame ensemble, les deux premiers membres les deux premiers qui rentrent dans le Wargame de 91, c'est eux deux, et le début de match du Wargame est super, il y a une grosse intensité et tout ça, donc vraiment très très bonne rivalité, surtout en fait sur les matchs et l'attitude et tout ce qui se passe après les matchs, pas tellement sur les promos, parce qu'en fait bon, on les voit pas beaucoup au micro malheureusement, parce que William est très bon au micro, et on ne sait pas assez. Et puis la rivalité de l'année, pour moi c'est Lex Luger contre Ron Simmons, comme j'ai dit avec tout le momentum qui a été créé sur Ron Simmons, je l'ai dit plus tôt. Et puis tout le personnage de Luger qui s'est développé durant cette rivalité, il commence à prendre son air coquille, tout ça, il fait des petites remarques un peu racistes et tout. Enfin bon, moi j'ai trouvé que c'était super bien teasé. Et tellement bien teasé que finalement ça a créé un momentum de fou sur Simmons qui fait que, quelque part, je pense qu'ils auraient peut-être dû mettre le titre sur lui. Enfin, ça se comprend. Voilà. Ensuite, meilleur lutteur en segment ou au micro, si vous voulez, de l'année. Donc, mention à Barry Windham, mais on n'a pas assez vu. Donc numéro 3, j'ai choisi de mettre Paul Heyman, ou Paul E. Dangerously, à la WCW à l'époque. Bon, il commence à parler de plus en plus à la fin de l'année, en fait. Quand les Four Horsemen s'arrêtent, lui c'était un leader d'un petit clan de merde avant et tout ça, donc on s'en foutait un peu. Enfin, c'est plus un manager, commentateur, enfin bref. Faut attendre la fin de l'année pour qu'il vraiment il ait un rôle de manager important. Bon, il est quand même excellent déjà, donc ça lui permet d'obtenir la 3e place, mais c'est vrai que s'il avait fait toute l'année comme il a fait la fin de l'année, je pense qu'il aurait été micro de l'année, enfin meilleur en segment de l'année. Numéro 2, Arn Anderson, toujours aussi bon au micro. Maintenant, avec l'arrêt des Four Horsemen, il y a eu un petit peu moins de matériel aussi sur la deuxième partie de l'année. Bon, ça reste un tueur. Hein. T'as toujours la petite phrase, le petit truc qui va bien pour le micro. Et puis numéro 1, c'est une surprise, mais j'ai décidé de mettre Lex Luger, qui avec son personnage a vraiment eu plein de segments vraiment bons. Je trouve que ce soit dans l'acting ou vraiment dans la manière dont il va parler au micro, je trouve il dégage une arrogance naturelle. Et ce côté un peu agaçant comme ça qui peut y avoir. Alors des fois je me demande si c'est vraiment de l'acting ou s'il est vraiment comme ça, je sais pas vraiment, mais voilà. Dans le doute je lui mets. Il y a un segment notamment avec Ron Simmons dans le Clash of the Champions 16, je crois, je vais faire vérifier. Fall Brawl, ouais, voilà. Clash of the Champions 16, il fait le contract signing avec Ron Simmons c'est pas un pay-per-view, dans ce show, est super. Donc voilà, si vous avez que ça à faire, vous pouvez aller voir ça. C'est pas un mauvais show, c'est aussi dans ce show-là qu'il y a
très bon segment dont je parlerai tout à l'heure avec Cactus Jack et Sting. Voilà. Donc voilà pour le micro de l'année. Je passe à mon award suivant, mon spécial award de l'année, le truc où je peux parler d'un peu ce que je veux. Et bien là, je vais parler du TV title. Parce qu'en fait, en 91, je me suis dit que le titre TV, c'était pas de la merde. Voilà. En fait, pour moi, le titre TV, je pensais que c'était comme le titre européen plus tard à la WWF, c'était un titre de low card. Mais en gros, il y avait le titre TV low card, le titre intercontinental ou US, qui était un peu plus mid card, high card, et puis le titre champion poids lourd qui est main event. Et en fait, c'est pas juste ça. Il y a beaucoup plus que ça dans le titre TV, et ce beaucoup plus en question, c'est pour moi, c'est vraiment hyper intéressant. Je m'en suis rendu compte grâce au règne de champion TV de Steve Austin, et je me suis redit ça plus tard avec le règne de Steven Regal, de champion TV aussi qu'il aura plus tard, donc William Regal. C'est qu'en fait, le titre TV, je trouve qu'il est super utile pour mettre un jeune, un mec qui débarque, ou que les gens connaissent pas encore très bien, à l'écran, à longueur de temps, puisque c'est TV. Et en fait, il fait plein de défenses de titre à longueur de temps, comme ça, plein. Et s'il affronte un mec qui est fort, ils peuvent très bien aller jusqu'au temps limite, puisque le temps limite du titre TV, enfin d'une défense de titre, c'est 10 minutes. Donc en fait, si le mec est pas fort, il gagne. Et si le mec est fort, il fait draw, time limit. Et du coup, il perd pas de match, le gars. Il est tout le temps à la télé, donc c'est bien pour lui, hein, il se fait connaître et tout ça, il fait des bons matchs. Et en plus, il peut ne pas perdre de match sans que ça décrédibilise les bons lutteurs qu'il peut affronter en face, parce que il y a ce temps limite qui sert d'excuse un petit peu. Donc, en fait, le titre, pour moi, c'est quelque part derrière le titre, l'appellation TV title, pour moi, c'est presque le titre des jeunes qui peuvent apparaître à l'écran et avoir du temps d'antenne et un peu voir à se faire coucher l'air de rien comme ça. Ça correspond un peu au winning streak que peuvent avoir les lutteurs quand ils débutent. Souvent, ils commencent à affronter des dédos. Vous vous souvenez de ça, de Ryback ou de Brodus Clay ou je sais pas, des mecs, je cherche des winning streaks récentes où le mec, voilà, c'est 3-4 premiers mois, il va battre tout le monde, mais il va affronter des gars quand même assez faibles. Ben, c'est un peu ça, mais avec un titre derrière, avec des matchs de 10 minutes. Et s'il affronte des gars plus forts, il garde le titre et tout. Il fait des draws. Et voilà. Donc j'ai trouvé l'idée du titre est vachement bonne en fait. C'est pas juste un titre de low card. Voilà, donc je voulais en parler. Alors j'enchaîne avec les pay-per-view et show de l'année. Je précise show de l'année aussi parce que pour la WCW, il y a quand même une spécificité. On a les pay-per-view, mais on a aussi les Clash of the Champions qui sont presque des pay-per-view, mais gratuits. Qui sont quand même plus intéressants et plus hypés que les Saturday Night Main Event de la WWF. C'est l'équivalent un peu. Et d'ailleurs, ils vont continuer à fournir des Clash of the Champions comme ça pendant très très longtemps, alors que les Saturday Night Main Event vont s'arrêter en 92 pour la WWF. Et du coup, mon show de l'année, sur le podium, j'ai deux Clash of the Champions, le numéro 16 qui est troisième, et le numéro 17. Je m'éclate. Hein. Donc le 16 et le 17 qui sont troisième et premier respectivement. Donc voilà, le 16 surtout grâce à deux segments super. Le segment avec Mick Foley et Sting, dont je parlerai tout à l'heure, et le segment avec Lex Luger et Ron Simmons que j'ai abordé rapidement tout à l'heure, et puis trois bons matchs, des petites surprises, Bad Street, donc Brian Armstrong contre Brian Pillman, qui est dans mon top 20, Mike Graham contre Ricky Morton, où vous pourrez voir du coup Mike Graham et voir un peu ce que c'est que cette histoire, et puis Tom Zenk contre Steve Austin, pour le titre TV justement. Et là encore, vous pourrez voir le jeune Steve Austin. Donc voilà, c'est un show qui est pas très long et qui est assez rempli. Et vous pourrez comprendre aussi pourquoi Bill Kazmaier est dans mes surutilisés de l'année, puisqu'il fait le main event avec Rick Steiner. Et c'est bien dégueu. Voilà. Donc voilà, au niveau Ah non, mais attendez, je vais vous donner le numéro 2 quand même. Wrestle War, numéro 2. Donc ouais, quand même. Numéro 2, c'est Wrestle War. Le pay-per-view avec le Wargame. Le fameux Wargame qui est pour beaucoup de gens, et moi y compris, je vous le spoil dès maintenant, le match de l'année. Bon, en dehors du Wargame, il n'y a pas grand chose de super intéressant, mais il y a quand même sur le papier des trucs intéressants. Le rematch de ce que je vous racontais tout à l'heure entre les Freebirds et Doom, cette fois-ci en pay-per-view, qui est pas mal du tout pour un match entre des équipes qui sur le papier pas tip-top. On a un surprenant très bon match entre Dan Spivey et Lex Luger. Dan Spivey, c'est celui qui incarnera Waylon Mercy à la WWF plus tard, j'en parlerai quand je ferai ça. Il y a le rematch entre Stan Hansen et Vader du Tokyo Dome. Alors, si vous connaissez le match au Japon, c'est un match où Vader a perdu un œil quand même. Donc, bon, non mais littéralement, hein, vous pouvez voir un match où l'œil de Vader est là, et hop, peut-être je le remets, et je continue. C'est assez hallucinant. Donc le rematch qui est quand même largement moins bon, mais qui est toujours fun à voir. Et on sent que les Américains comprennent pas comment des mecs peuvent se mettre une race aussi violente. Hein. C'est pas du tout dans le produit de l'époque. Et puis il y a aussi un bon petit Bobby Eaton contre Brad Armstrong, encore une fois Brad Armstrong, qui traîne, donc c'est un bon petit pay-per-view. Mais clairement, pour moi, le pay-per-view de l'année, c'est
enfin c'est pas un pay-per-view encore une fois, c'est le Clash of Champions 17. Attendez que je retrouve dans ma liste là. Voilà. Tout à la fin de l'année, donc le 19 novembre, avec l'un des meilleurs matchs de l'année, donc le Ricky Steamboat Dustin Rhodes contre Larry Zbyszko, Arn Anderson, avec le retour de Steamboat, la prise de titre et tout, vraiment avec une grosse ambiance. Il y a un match pour le championnat poids léger entre Johnny Bival et Brian Pillman qui est pas mal du tout. Cactus Jack Van Hammer qui est super et on sait pas comment Cactus Jack a eu un bon match avec Van Hammer. PN News contre Steve Austin, c'est vachement bien aussi. Et puis le reste, ça passe, quoi. Il y a des segments qui sont cool, bon bref. Le main event, c'est Rick Steiner contre Lex Luger. Ça, c'est pas tip top, mais voilà. Il y a un Rick Rude contre Sting aussi, qui est pas mal quand même. Enfin bref. C'est un très gros show pour ça. Ça dure presque 2 heures. Donc voilà. Et puis une super ambiance au niveau du public. Donc, bon. Tout ça, c'est kiff-kiff. Hein. Franchement, la saison est pas mal. Donc je vous recommande moyennement d'aller vous faire la saison un tiers. Par contre, vous pouvez vous faire ces 3 shows-là, plus Super Brawl aussi, qui est pas mal. Je pense que vous aurez vu le gros de l'année. Puis allez taper un peu dans mon top 20, voir. Alors justement, je vais en parler maintenant de mon top 20. Je vais pas détailler tous les matchs, mais je vais parler quand même du Wargame, qui est donc le match de l'année, qui est un match mythique. Je crois que si je me souviens bien, je crois que le Wrestling Observer lui avait mis 5 stars à l'époque. Je suis pas sûr. Non, ça doit être le Wargame de 92 qui avait eu 5 stars. Je crois pas que celui-ci ait eu 5 stars. Enfin, en tout cas, c'est un très très bon match. Alors, le défaut du Wargame, alors, déjà si vous connaissez pas les Wargames, rapidement, vous avez 2 rings côte à côte, une grosse cage par-dessus, avec un plafond qui est à 2,10 m, donc ça veut dire que si un mec saute, il peut s'accrocher et tout, et puis si tu veux faire un powerbomb, il faut faire attention. Hein. Bon, si ceux qui connaissent voient bien de quoi je parle. Et vous avez 2 équipes de 5, et en fait, donc une équipe de face, une équipe de heel en général. 2 lutteurs commencent, donc un de chaque équipe, et puis ensuite, il y a un tirage au sort, donc un toss. Celui qui gagne le tirage au sort peut faire rentrer un lutteur d'abord, puis 2 minutes plus tard, l'autre équipe fait rentrer le sien, etc. Donc on a 1 contre 1, après 2 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 2, 3 contre 3, etc. jusqu'à ce qu'il y ait tout le monde. Et une fois qu'il y a tout le monde, on passe dans The Match Beyond, c'est comme ça qu'ils disent, avec du coup l'idée, il faut faire abandonner l'un des lutteurs de l'équipe adverse. Donc sur le papier, c'est un truc de bourrin. Dans les faits, assez rapidement dans le match, je dirais à partir du moment où on a plus de 5-6 lutteurs, ça ressemble un peu à rien en général. Et les mecs ils se baladent, ils croisent un adversaire, ils disent rien. Enfin, voilà. Souvent c'est un peu le problème. Et puis souvent aussi le storytelling c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'en gros t'as le face contre le heel de départ, le face domine. Puis c'est les heels qui gagnent le toss à chaque fois. T'as un heel qui rentre, donc à 2 contre 1 les heels dominent. Puis ensuite t'as un face qui rentre à 2 contre 2 les face dominent. Puis un heel qui rentre à 3 contre 2 les heels dominent. Puis etc. Vous avez compris. Jusqu'à la fin. Et puis quand le troisième rentre, en 2 minutes c'est plié, fin de match. Voilà. Donc on va dire qu'il y a un gros potentiel au niveau booking dans ce match, mais c'est pas en 91 qu'ils vont le rentabiliser plein pot, et ce sera pas en 92 non plus, et pas en 93 non plus. Voilà. En fait, j'ai pas encore vu tous les wargames, mais je pense qu'ils ont jamais vraiment réussi à rentabiliser plein pot cette gimmick match là, enfin cette stipulation, ça que je cherchais. J'ai pas vu tous les wargames des années 80 non plus. J'en ai vu un. Ça correspondait au même scénario après, voilà. Après, c'est plus ou moins intense, plus ou moins fun à voir selon les lutteurs, selon la race qui se met dans le ring. Et c'est vrai que c'est ça qui est bien dans celui-ci, c'est que Windham et Pillman commencent le match à plein pot. Et après, on voit des mecs où il y a des mecs en sang et tout, voilà. Et puis le finish est quand même dramatique, j'en parlerai avec les moments de l'année. Donc voilà. Sinon, dans les matchs de l'année, je compte le Steiners contre Ase Sasaki qui se passe au Japon. Puisque les commentateurs en ont parlé à la WCW et que le show a été, considéré comme, enfin ils en ont parlé comme s'il existait en fait à la WCW, contrairement au show que la WWF avait été faire au Japon en 90, donc je le prends en compte ici, qui avait été élu match de l'année par le Wrestling Observer. Bon, un peu, voilà, je comprends pas comment c'est possible hein, personnellement. Voilà, c'est une sorte de spot fest à une époque où ça se faisait pas de faire des spot fest. Donc c'est un gros match avec plein de power moves et tout, un peu de bourrin, qui est sympa. Après, voilà. À relativiser. J'aime beaucoup aussi le match, un autre match par équipe, des Enforcers contre Dustin Rhodes et Ricky Steamboat, donc que j'ai mis numéro 2. Hein. J'ai peut-être dit que j'ai mis Steiners contre Ase Sasaki numéro 2. C'est Enforcers donc contre Dustin Rhodes et Steamboat le numéro 2 avec le moment de l'année. Je le spoil. Allez, voilà, le moment où Dustin Rhodes et Steamboat deviennent champions par équipe, je trouve que c'est un énorme moment. J'en parlais tout à l'heure avec le retour de Steamboat, machin derrière. Voilà. Après, on descend d'une coche, hein, on descend d'un cran avec des matchs un peu plus anecdotiques. Je vous recommande quand même, si vous avez du temps à passer, d'aller voir le Brian Pillman Windham que je propose ici, et le Sting Cactus Jack aussi, qui est le premier gros match pour Cactus Jack.
Bon, ils feront beaucoup mieux en 92 dans un autre Street Fight. Un Submit Surrender match, c'est un I Quit match en fait, hein, clairement. Voilà. Après, il y a un Steiners contre Sting Lex Luger aussi à Super Bowl qui est très très connu. Après, c'est un peu un match de brutasse sans trop de construction derrière. Bon voilà. Après, il y a des trucs sympas. Il y a des petites surprises, notamment des trucs comme Steve Austin, Ricky Steamboat en 91, pas très connu, ou bon, Brian Pillman. Je vois Brian Pillman, Rip Rogers en 20e, ça sort de derrière les fagots, ça marche. Voilà. Et puis Yellow Dog, le match qui est numéro 14, c'est Brian Pillman. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si on va en parler maintenant en fait. Je vais en parler maintenant de ça, puisque je vous parlais. Non, avant de vous parler des lutteurs de l'année, pas très bien organisé dans mon truc là. Je vous parlais des équipes de l'année. Donc les équipes de l'année. Déjà le premier truc que je peux vous dire, c'est que il y a eu un gros ton en dessous par rapport à 90, où on avait beaucoup de bonnes équipes. Les Rock'n'Roll Express ne seront plus là. Les Midnight Express ne seront plus là. Donc ça fait déjà 2 bonnes équipes en moins. Et puis Doom va splitter. Windham, Anderson, ça va s'arrêter. Là, on va avoir Anderson, Darius Bisco. Bon. Donc en fait, on va perdre beaucoup d'équipes, mine de rien. Du coup, le podium est un peu moins fort. On a en numéro 3 The Enforcers, donc Darius Bisco, Arn Anderson, qui forment leur équipe assez tard dans l'année, donc ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup de bons matchs, mais ils ont le 2e meilleur match de l'année, mine de rien, ensemble. Donc bon, c'est quand même pas rien. Numéro 2 des meilleures équipes, j'ai mis les Freebirds. Alors ça, c'est une très grosse surprise. Mais avec l'apport de Brad Armstrong en tant que Backstreet et les quelques bons matchs surprises qu'ils ont eu avec Doom notamment, et puis le talent au micro de Michael Hayes qui est super au micro, je les ai mis là. Ils sont quand même en équipe toute l'année, donc ils font toute l'année, voilà. Et puis numéro 1, largement, incontestablement, les Steiners, encore une fois, toute l'année à fond, et une des meilleures équipes de tous les temps, de toute façon. Voilà. Donc, je ne détaille pas plus, que je crois qu'il n'y a pas vraiment de grosse contestation, puisqu'il y a derrière pas beaucoup de bonnes équipes, de toute façon, à proposer, qui ont fait toute l'année, ou même une partie de l'année un peu. Donc voilà. Le podium des lutteurs de l'année maintenant. Alors, d'abord, je voulais le signaler, parce que c'est pas commun. J'ai failli mettre Bobby Eaton sur le podium des lutteurs de l'année. Parce que tout son run en solo, où il veut le titre TV, et il l'obtient, et il le défend un petit peu et tout ça, je l'ai trouvé super. Et bon, après, c'est un mec qui prend jamais le micro, hein, c'est The Quiet Man, hein, c'est le George Harrison du catch, on va dire. Voilà, mais il dégage quand même un peu de personnalité, c'est un vieux briscard, on sent qu'il sait vraiment bien ce qu'il fait, il maîtrise la psychologie dans le ring. Son finisher, c'est un leg drop de la 3e corde, qu'il appelle le Alabama Jam, qui est vraiment bien foutu. Et donc voilà, il échoue de peu du podium, il se fait doubler en fait sur la dernière partie de l'année où il y a un mec qui est en pleine bourse, c'est Steve Austin 3e. Steve Austin sur le podium dès 91, c'est pas mal, qui fait, je l'ai dit, hein, un run de champion TV exceptionnel. Il est à tous les shows TV. Hein. Les shows TV, on a Saturday Night, Main Event, Power Hour et Worldwide. Et ben, il est quasiment tout le temps là à défendre son titre, à faire des bons matchs avec n'importe qui. Il est vraiment super. Donc voilà, Steve Austin, grosse claque. Franchement, s'il avait fait toute l'année à ce niveau-là, je sais pas, peut-être que j'aurais pu le mettre premier. Bon, quoi que les 2 premiers sont quand même forts. Alors j'ai beaucoup hésité entre le 1 et le 2, donc c'est quasiment interchangeable. La petite différence que j'ai fait pour le méga que j'ai mis numéro 1, c'est au micro. Mais c'est vraiment dur de dire. Moi, et puis mon cœur a pas pu balancer sur l'un ou sur l'autre parce que c'est 2 lutteurs que j'adore. C'est numéro 2 Brian Pillman et numéro 1 Barry Windham. Donc ils se sont alimentés l'un l'autre en ayant une très bonne rivalité, j'en ai parlé. Barry Windham a aussi fait une bonne équipe avec Dustin Rhodes. Je le trouve très cool au micro. Il a fait un face turn, il a fait un carry job exceptionnel contre Lex Luger lors du match où Luger devient champion. Où, franchement, sa performance individuelle à lui, elle est vraiment super. C'est une très belle année pour Barry Windham. Et bon voilà, au fond de moi en fait quand j'ai choisi ça, parce que j'ai fait mes awards au fur et à mesure, hein, je ne les fais pas à l'instant. Quand j'ai mis Barry Windham lutteur de l'année, je me suis dit c'est la seule fois où je pourrais mettre Barry Windham lutteur de l'année. Et puis finalement, j'ai pas pensé que le 92 serait une très bonne année pour lui et qu'il serait dans les plans pour être éventuellement lutteur de l'année. Je ne spoil pas ce que je vais dire à ce moment-là, mais voilà. Alors que Brian Pillman, c'est sa seule année où il peut être vraiment lutteur de l'année, je pense. J'en parlerai aussi hein, plus tard. Donc voilà, c'est un peu un crève-cœur d'avoir à choisir entre les deux parce que c'est vraiment 2 gars que j'adore. Voilà, Barry Windham a quand même une classe supplémentaire et puis bon, je sais pas, c'est un big man avec une aisance au micro, avec un truc spécial. Moi, c'est un lutteur que je trouve vraiment hyper classe. Voilà. Et puis enfin, les moments de l'année maintenant. Alors, d'abord, je voudrais parler d'un truc qui n'est pas dans mes moments de l'année. Alors, mes moments de l'année, si vous voulez voir, vous avez un lien en dessous dans la boîte d'infos.
vers mon blog, sur lequel j'ai mis la vidéo directement intégrée, donc vous pouvez la regarder comme si c'était YouTube. La vidéo, en fait, je l'héberge sur un site kazakh, comme ça je suis pas embêté avec les droits d'auteur. Parce que sinon, YouTube, ils deviennent insupportables, donc voilà. Donc oui, il y a un moment de l'année, en fait, qui est un moment qui, in kayfabe, est important, que j'ai pas mis sur le podium des moments de l'année, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de concurrence. Parce que pour moi, ils l'ont craqué. C'est donc la fin du match entre Barry Windham et Lex Luger, où Lex Luger devient champion et fait un heel turn. Alors c'est quoi déjà le pay-per-view? C'est à Great American Bash. C'est même pas le main event en plus du pay-per-view. Donc c'est un bon petit match. Je le recommande à la limite pour aller voir ce que peut voir Barry Windham dans un grand jour. Lex Luger lui est dans un mauvais jour malheureusement. Ils ont craqué la fin mais d'une force. C'est-à-dire que ça devrait être un énorme moment parce que Luger devient champion pour la première fois et il fait un heel turn. Il y a les débuts de Harley Race. Et voilà. Et il le craque et je me dis mais comment c'est possible de le rater à ce point-là? C'est-à-dire que déjà ils veulent faire un heel turn à Luger, très bien. Sauf que Luger il affronte Barry Windham qui est heel. Alors certes c'est un heel qui devient populaire parce que comme il n'y a plus les Four Horsemen derrière lui et que il a rien fait de mal depuis 2-3 mois, Barry Windham finalement on se dit wow. Voilà. Et puis comme il faisait des bons matchs et tout ça, et les gens l'aimaient bien. Donc ça fonctionne pas bien un heel turn sur un heel, on est bien d'accord. Le truc c'est qu'ils auraient pu faire un double turn. Et pour le faire, je pense qu'il aurait fallu que Luger, après le match, attaque Barry Windham, alors que Barry Windham lui dit mais qu'est-ce que tu fous? Putain, tu m'as screwed et tout, c'est quoi ce bordel? Tu t'associes à Harley Race? Voilà, on aurait pu avoir un moment comme ça pour bien l'enfoncer le heel turn. Là, Lex Luger part, on a l'impression que le but c'est pas trop ce qu'ils doivent penser. On doit l'applaudir, on doit le huer le gars. Alors il y a des gens qui sont contents et tout, on sait pas trop. Voilà, et puis surtout, juste avant, c'est complètement débile. En fait, Barry Windham domine. Harley Race arrive, ok, très bien. Et en fait, donc c'est Mysterious, qui est le garde du corps de Harley Race et qui sera le garde du corps de Lex Luger par la suite, qui va à la porte de la cage. Barry Windham se distrait déjà, on sait pas trop pourquoi. Et pendant ce temps-là, Lex Luger qui est moitié out, il voit Harley Race et Harley Race lui dit vas-y porte-lui le pile driver. Et le mec il se lève, il porte le pile driver et il gagne le match. C'est pas du booking de merde, ça, sérieux. En fait, il fallait juste le gars vient juste lui donner l'idée, tiens, tu pourrais lui porter un pile driver, ça serait pas mal. C'est débile, c'est débile. Voilà, moi, je pense qu'il faut que Harley Race lui file un objet, paf, je sais pas, un truc comme ça, ou que Mysterious rentre dans la cage et que pendant que Barry Windham le dégage, l'autre il en profite, il fait un small package, je sais rien. Il y avait plein de façons de faire ça beaucoup mieux que ça. Ils se sont ramassés sur ce booking et globalement ils savent pas faire des moments en fait à WCW à l'époque. Ils ne savent pas les faire. Le moment de l'année, je vous le dis, je l'ai déjà dit, c'est les débuts de Steamboat et la manière dont ils gagnent le titre à Clash of the Champions 17. Alors, la fin du match, elle est super. Jim Ross gueule et tout. Il y a une émotion vraiment forte parce que Dusty Rhodes, il a vraiment l'air, Dustin Rhodes, il a l'air vraiment hyper ému de gagner un titre. Il le limite aux larmes et tout. Le public est fou. C'est vraiment un truc super à voir. Mais, je voulais combiner le retour de Steamboat avec parce que c'est quand même gros. C'est Steamboat dans le sud-est des États-Unis, c'est the babyface, quoi. C'est quand même énorme. Et je trouve que son retour, il est mal foutu. Barry Windham dit, donc, il peut pas lutter. Et donc, mon remplaçant, c'est cet homme. Et là, t'as la musique de Barry Windham qui se déclenche. Tu dis, ok, très bien, c'est un peu con. Il y a un mec qui sort du rideau avec un costume de dragon. Et là, tu te dis, c'est lui le remplaçant ou c'est un mec qui vient pour teaser le retour du gars? Enfin, on sait pas trop. Et en fait, c'est le remplaçant. Il est là, il reste 3 plombes sur la rampe. Jusqu'à un moment où il enlève son masque et c'est Steamboat. Et je veux dire, ça dure 3 plombes et ça fait pas son impact comme ça devrait, même si le public, il est fou parce que bon, c'est Steamboat, quoi. Mais franchement, vous faites le même segment, avec Barry Windham qui dit, et mon remplaçant, c'est lui. Et là, tu mets un blanc. Et tu déclenches la musique d'entrée, là. Tadadam, vous l'entendrez quand vous regarderez mes moments de l'année, parce que, je l'ai mis dans les transitions, histoire de teaser le truc. Voilà, vous l'entendrez. J'adore sa musique d'entrée à Steamboat. Et là, le public, il aurait popé. Ça fait 2 ans qu'il est parti. Il s'en rappelle de lui, il s'en rappelle de sa musique d'entrée. Et il le voit sortir, 2e pop. Et là, vous avez un truc de fou. Et vous pouvez faire le truc, quand la musique déclenche, tu peux faire un plan sur Arn Anderson qui fait là, oh putain de merde. Et puis tu fais un plan sur Larry Zbyszko qui dit, mais c'est qui ce mec-là? Moi je le connais pas, j'étais pas là. Vous voyez, il y a plein de trucs à faire, mais il faut le préparer. Le caméraman, tu lui dis de filmer lui à tel moment. Là, tu laisses tant de minutes de pause, de blanc pour que le public soit comme ça dans l'expectative et tout. Ça se prépare, ça. La WWF sait le faire. La WCW ne sait pas le faire. Voilà. Et j'ai l'impression qu'ils bâclent leur moment. Alors, les autres moments de l'année. Numéro 2. Je suis dans le désordre, j'en ai rien à foutre. Numéro 2, le finish des Wargames. Donc, c'est pas le finish du siècle, on va se le dire. Moi, ce que j'aime dans ce finish, c'est que Sid botche un move, et qu'en botchant le move, ça rajoute au drama. Alors, en fait,
Le finish, si vous voulez, Sid, faut que j'explique un peu. Sid, jusque-là, il portait son powerbomb sur des jobbers, et des jobbers étaient évacués en civière. Donc son powerbomb était vendu comme dévastateurissime, un truc de fou. Et dans le wargame, en fait, il était censé, dans le booking, porter 2 powerbombs sur Brian Pillman. Donc Brian Pillman qui était blessé à l'épaule et qu'on avait chié pendant des siècles et des machins, trucs. En bref. Donc voilà, Brian Pillman a super bien joué le coup. Et donc en gros, là, ça devait faire venir El Gigante qui vient sauver Brian Pillman et qui fait abandonner l'équipe de Sting au nom de Brian Pillman et tout ça. Et donc les Heels gagnent. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Et en fait, donc Sid veut porter le powerbomb comme c'est prévu, sauf qu'il n'a pas anticipé que la cage elle fait 2 mètres ou 2 mètres 10 et que du coup pour porter le powerbomb c'est très compliqué parce que les jambes du gars passent pas. Et Sid il fait déjà 2 mètres, donc pour passer les jambes, il faut en vouloir. Du coup, les jambes se bloquent dans la cage, et puis il est là, et bam, il fait un powerbomb, mais ignoble, style Kawada, Misawa, les trucs dégueux comme ça, là. Ça s'appelle des head drops au Japon, il faisait ça volontairement au Japon, je sais pas pourquoi il faisait ça. Enfin si je sais pourquoi, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu con sur les morts. Et là, tu dis, Pillman, il est mort. Il y a une vidéo, je crois, sur YouTube, où ça s'appelle Sid Kills Brian Pillman, et c'est cette vidéo-là, en fait. Donc c'est un peu abusé. Mais t'as Dusty Rhodes qui est au commentaire, qui est là, oh my god, je sais plus ce qu'il dit, il est là, mais putain, il est mort, quoi, le gars. Et là, Sid, il tape sur le buste de Brian Pillman pour savoir s'il faut qu'il en remette un autre ou pas. Et je pense que Brian Pillman, il dit, ouais, c'est bon, ça va le faire. Mais bon, il fait quand même le mec inconscient. Il lui en remet un deuxième, et là, tu dis, putain, quoi, faut faire quelque chose, Brian Pillman, il est en danger. Donc ça fait encore mieux fonctionner le finish du match, que j'ai trouvé très bon sur le papier. Donc voilà. Donc pourquoi je le mets deuxième. Et numéro 3. Alors, numéro 3, c'est très très compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands moments. J'ai choisi de me faire un peu plaisir, perso. J'ai mis un moment que j'aime bien, qui est pas très connu. Ça se passe à Clash of the Champions 16. Fall Brawl, c'est le sous-titre du Clash of the Champions. En fait, je vous explique, Mick Foley avait été rappelé, comme je l'ai dit, pour faire équipe avec Abdullah the Butcher, pour rentrer en rivalité avec Sting. Et donc la rivalité, grosso modo, c'est Sting qui devait recevoir un cadeau de la part des fans. Donc il y a un gros paquet cadeau qui est amené au ring lors d'un show, je sais plus c'est quoi. Et donc Sting va déballer son cadeau, et dedans c'est Abdullah the Butcher qui lui met une tôle. Bon voilà. Donc du coup Sting est un peu dégoûté, donc, voilà, et on sait qu'Abdullah the Butcher et Cactus Jack sont en connivence. Et ensuite, il y a un match entre Sting et Johnny B. Bad. Sting voit encore, il y a encore un gros paquet cadeau qui arrive au ring, donc il commence à se méfier. Johnny B. Bad, qui est moitié face aussi, il regarde, ils savent pas trop comment ils doivent réagir. Et il y a Cactus Jack qui sort de là et qui met une tôle à Sting encore une fois. Donc voilà, et il fait un gros elbow drop de la 3e corde jusqu'à l'extérieur sur Sting, qui soi-disant blesse Sting. Et donc après, plus tard dans le Clash of the Champions, Foley fait une promo, et c'est ça le moment de l'année, enfin le 3e moment de l'année pour moi. Mick Foley fait une promo, interviewé par le Polyman. Donc déjà Mick Foley au micro, c'est toujours cool. Alors, c'est pas encore le dieu au micro qui va devenir, mais voilà. Et donc il fait sa petite promo, il y a encore un paquet cadeau qui est amené au ring, et donc on se dit que c'est Abdullah the Butcher qui arrive, quoi. Voilà, logiquement. Et donc Mick Foley va près du paquet cadeau, et en fait c'est Sting qui sort de là, donc c'est gros comme une maison. Hein. Et Sting lui met une volée, donc on voit Foley bumper comme un débile, il se prend des coups de poubelle, il se fait dégager de la rampe sur le ciment et tout. Et donc Foley qui bump, moi je kiffe. Et en fait, pour moi c'est un segment qui est super cool à voir, parce qu'il y a une promo de Foley qui est quand même bon au micro, et la branlée qui se prend. De toute façon, il n'y a pas meilleur que Mick Foley pour se prendre une branlée, ça c'est clair. C'est le meilleur lutteur à encaisser les coups de tous les temps, ce qui me concerne, je pense. C'est un fou furieux. Et Sting est très très énergique aussi là-dedans, donc ça fonctionne vraiment bien. Et en plus, le truc que j'ajoute, c'est que c'est rare de voir des segments un peu limite hardcore comme ça, à l'époque. Je dis limite hardcore parce que ça met des coups de poubelle, ça se balance, je vous dis sur du ciment, il n'y a pas de tapis et tout, c'est violent. Et en plus, c'est les débuts, enfin pour moi c'est le premier moment qui lance la carrière de Mick Foley. Alors certes, Mick Foley c'est pas un Bret Hart ou un Shawn Michaels, mais ça lance la carrière d'un lutteur quand même très important dans l'histoire, je le trouve, et un de mes lutteurs préférés de tous les temps, donc voilà. Donc c'est très contestable. Regardez les moments de l'année, ça dure que 10 minutes, hein, la vidéo que j'ai compilée avec tous les moments de l'année, donc avec tout, donc vraiment... regardez-les, ça mange pas de pain, c'est pas super connu, donc ça fait pas de mal. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me poser des questions sur ça, sur autre chose. Je répondrai à la fin, au début de la prochaine vidéo. Et puis là, je m'arrête là et je vous dis à plus. Bye.